Aussi formidable en soi que le plus gros donjon de Winterfell, la porte d'Arenal se révéla non moins délabrée que monumentale, avec ses moellons disjoints et décolorés. Du dehors ne s'apercevait que le fait de 5 tours géantes, la plus modeste étant de moitié plus haute que la plus grande de Winterfell. Encore qu'aucune ne s'éleva selon des critères ordinaires. Arya leur trouva l'aspect d'un vieillard tordu dont les doigts noueux tâtonneraient à la poursuite des nuages. Sous le feu des dragons, comptait vieille Nan, la pierre avait fondu comme cire et dégouliné, lave lugubre et rougeoyante et sèche, par les fenêtres et les escaliers, comme en quête d'arène et de sa cachette. Et toute cette fantasmagorie devenait réelle au vu des lieux. Chacune des tours était plus grotesque et contrefaite que la précédente, plus grumeleuse, plus cloquée, crevassée, ravinée. « Je veux pas entrer là-dedans !» couina Tourte lorsqu'Arenal s'ouvrit à eux. « Y a des fantômes là-dedans !» Chiswick l'entendit, mais se contenta d'un sourire pour une fois. « À toi de voir, Mitron. Ou t'entres chez les fantômes, ou t'en deviens un. » Et Tourte entra comme tout le monde. Bienvenue à vous qui nous rejoignez en haut du mur pour la suite de nos podcasts sur les grandes maisons de Feu et Sang. Aujourd'hui, on va quitter un petit peu le côté maritime qu'on avait très souvent dans les précédents podcasts, puisqu'on a parlé des Hightower, on a parlé des Velaryon, on a parlé de la Triarchie, et on va s'intéresser à quelque chose un peu plus à l'intérieur des terres, avec cette grosse forteresse maudite, du nom de Arenal, que je pense que la plupart d'entre vous connaissez. Pour m'accompagner dans mon petit périple dans le Conflant, aujourd'hui j'ai avec moi notre chère présidente de la garde de nuit, Nymphadora. Bonjour. Et Monsieur Feu et Sang qui nous accompagne dans toute cette flopée de podcasts, Eridan. Salut les gens. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à Arenal, on va s'intéresser un peu à la maison Fort, qui pour le coup on n'en sait pas grand chose, hein. Une fois de plus, c'est un peu le principe du podcast, on va se demander qu'est-ce qu'il en est dans la saga principale, et bien évidemment, qui sont-ils dans cette espèce de processus de rétroécriture que fait George R. R. Martin dans les origines en fait enfin dans l'ascension plutôt de la maison Targaryen. Et donc sans plus de préambule, Nymphadora, qui sont ces gens finalement? Qui sont les forts dans la saga principale? Alors, si on commence d'abord par parler des forts dans Game of Thrones, donc dans la série télé, globalement c'est personne. Hein. On va faire simple, on sait pas trop qui c'est. De l'inexistant. J'ai même cherché en préparant le podcast s'il y avait pas un petit blason qui traînait quelque part ou quoi, mais non, il y a vraiment rien du tout. Et dans la saga littéraire, là, on apprend un peu plus de choses sur eux, mais vous verrez que c'est pas non plus des personnages super importants de la saga principale, quoi. On nous apprend que les Forts étaient une lignée des premiers hommes, qui est réputée éteinte. On sait que a priori, ils étaient plutôt bruns aux yeux marrons. Ils ont des noms plutôt courts et à consonance proche des Stark. Hein, typiquement, Strong Stark, c'est globalement le même mot dans une langue différente. Ils sont rigides, ils sont austères, ils sont forts, ils sont puissants. C'est des premiers hommes, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, même s'ils sont proches des Stark et des premiers hommes, les forts, on va les retrouver quelque part un petit peu outre des trois, avec un personnage notamment qui se réclame de leur lignée. Tout à fait. Alors en fait, même deux. Les seuls forts que l'on a dans la saga et dont on peut douter de la vraie allégeance. Donc ce sont Dennis et Duncan, qui sont donc des membres de la Compagnie Dorée. Donc la Compagnie Dorée, on rappelle que c'est une compagnie de mercenaires en Essos qui est venue de Westeros. C'est globalement des bâtards de Westeros ou des personnes qui se réclament de Westeros
Ils y sont venus suite à la rébellion Feu Noir. À un moment, Va vraiment falloir faire ce podcast hein. Sur les feux noirs à un moment. et donc la compagnie dorée, notamment, on va les retrouver dans l'entourage de Aegon Targaryen, entre guillemets. Vous savez donc Aegon, c'est Aegon, le fameux Targaryen perdu que l'on a retrouvé dans Dance with Dragons. C'est possiblement un feu noir. Il y a plein de théories là-dessus. On vous renvoie pour ça au blog de la garde de nuit qui vous en dira beaucoup plus, parce que de toute façon, c'est pas l'objet de ce podcast. Mais donc, du coup, dans la saga, la compagnie dorée, c'est Connington et Aegon Targaryen. Et dans la série télé, la compagnie dorée, on l'a retrouvée avec Daenerys Targaryen. Avec Cersei. Avec Cersei. Avec Cersei, oui, pardon. Eridan? Juste pour terminer sur la compagnie dorée, Denis et Duncan, si on dit que justement leurs origines sont douteuses, c'est que c'est très fréquent que les membres de la compagnie dorée et que les mercenaires en général, qui sont des exilés bien souvent, ces gens-là prennent des noms prestigieux, notamment les noms de forts ou encore le nom d'Aluve, des noms d'anciennes lignées royales ou d'anciennes lignées seigneuriales réputées éteintes. Là où on peut vraiment douter dans leur cas que ce sont des forts, déjà c'est parce que la lignée est effectivement réputée éteinte, on aura l'occasion d'en reparler, mais en même temps on a d'autres mercenaires qui ont pris des noms qui sont liés à la danse des dragons justement, comme deux frères si je me souviens bien, qui s'appellent les Cole, comme Criston Cole. Donc on peut penser que c'est une pratique assez courante dans la compagnie dorée de prendre des noms prestigieux datant de l'époque justement de House of the Dragon, sans pour autant appartenir réellement à ces maisons. Mais il y a un autre personnage au fait, Nympha, qui porte le nom de Fort dans la saga principale, si je me souviens bien. Oh, et dans la série un petit peu, ça doit être évoqué 2 fois. Et demi. En tout cas, il existe dans la série, effectivement. Et alors, pour le coup, lui, on sait que il n'appartient pas pour de vrai à la maison Fort, parce que on sait qu'il appartient en fait à la maison Clegane. En fait, donc, lorsque Gregor Clegane meurt et renaît en tant que champion de Cersei, il prend le nom de Robert Fort. C'est un chevalier mystérieux, on ne sait pas trop d'où il vient. Et évidemment, le lecteur, si, il sait très bien d'où il vient. Il sait que c'est une espèce de monstre de Qyburn. Donc, bon, le mystère est assez peu mystérieux pour le lecteur. Oui, parce qu'on voit Qyburn travailler pendant très longtemps là-dessus, quand même. Ouais, on entend des cris dans ces cryptes et tout. Oui, non, on sait que, a priori, on est face à un monstre de Frankenstein avec Robert Fort. Et donc, c'est un chevalier dont on ne voit jamais le visage. C'est un espèce de géant dégueulasse qui va servir de champion dans le duel judiciaire à venir, que Cersei demande pour blanchir sa réputation. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, déjà son nom nous lie un peu à Arenal, mais ça on va avoir l'occasion d'y revenir. Un endroit où on croise déjà Qyburn, en fait d'où vient Qyburn en fait globalement, parce qu'avant on sait pas trop où il était. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est aussi une contraction, si on part du principe que Strong et Stark se résonnent, c'est une contraction de Robert Baratheon et d'Eddard Stark qui va servir de champion à Cersei comme un espèce de gros doigt d'honneur, quoi. C'est vrai qu'on peut le voir comme ça. Et on peut aussi voir ce fait-là comme encore un parallèle entre Cersei et Rhaenyra Targaryen. Alors, on va pas spoiler la série House of the Dragons, mais juste un micro-élément, on peut dire quand même que un fort sera un champion de Rhaenyra Targaryen, et qu'il y a beaucoup de
d'autres proximités thématiques entre Cersei et Rhaenyra. Donc pour ça, on vous renvoie à la lecture de Feu et Sang. Il y a des parallèles assez obvious entre les deux reines. Et le fait que Robert Ford soit le nom choisi pour son champion est encore un petit clin d'œil à cette proximité entre Cersei et Rhaenyra. Bah, ce qui est marrant, c'est qu'en plus le nom des forts commence à devenir un peu important dans les développements de Fist for Crows, donc de l'intégrale 4, notamment avec l'évocation d'un fort en particulier qui va être développé un peu plus tard. Un fort qui, si je ne m'abuse, tu as un peu en affection pour le côté gossip qui l'entoure Nympha. Ah mais totalement. Alors on va parler parce qu'en fait la première fois qu'on entend parler des forts dans la saga, c'est par l'intermédiaire de l'histoire et de l'histoire en particulier de Lucamore Ford. Lucamore Ford était un membre de la garde royale et c'était genre attention closer, prenez vos popcorn. Donc Lucamore Ford c'était un beau blanc chevalier. Et en fait, on s'aperçoit qu'il avait plein de meufs et plein de bâtards. Enfin, pas de bâtards du coup, parce qu'en fait, il était marié avec ses nanas. Donc c'était meufs légitimes. Le seul petit problème, c'est qu'il n'avait pas le droit normalement de. Déjà, c'est un frère juré de la garde royale, donc il n'a pas le droit de prendre épouse. En plus, là, il en a pris 3 différentes, quand même. Et donc bon bah voilà, donc on l'appelle Lucamore le dépravé. Et Jaehaerys Targaryen, quand il apprend que que le frère juré de sa garde royale est en fait marié avec 3 meufs en même temps et a engendré un certain nombre de gamins, l'envoie au mur et décrète que aucun de ses enfants n'aura le droit de porter le nom de Fort. Et donc on fait des bâtards. C'est marrant parce que du coup il y a une espèce de procédure inverse. Dans la saga principale, on a la procédure de légitimation, globalement, ce qu'on a avec Ramsay Snow qui devient un Bolton du coup. Mais on a assez peu de procédures dans l'autre sens. Genre, le roi il peut aussi défaire les gens et décréter que même s'il y a le lien du mariage qui est un lien sacré quelque part, avec la foi, on peut le roi est au-dessus de tout ça quoi quelque part. Mais ça fait partie des liens qu'entretient Jaehaerys avec la foi aussi, je pense. Oui, après, faut dire que là, le lien du mariage, il est quand même bien malmené. T'es pas censé être polygame quand t'es marié selon les principes de la foi. Donc, la décision de bâtardise se justifie. Oui, bah justement. La décision de les reconnaître comme des bâtards se justifie quand même un petit peu. Et en parlant de lignée, Eridan, puisque tu as la parole, je te laisse. Les forts, ça vient d'où? Comment? Qu'est-ce que ça se passe? À part Lucamore. Alors, on a fait un rapprochement avec les Stark, sauf que les Stark, c'est vraiment au nord. Les forts, eux, ils sont liés au Conflans. Très liés au Conflans, d'ailleurs, parce qu'ils ont l'un des blasons les plus pauvres de toute la saga, à savoir un champ blanc avec 3 grandes lignes, une bleue, une verte, une rouge. Mais ce blason, pour ce qu'il est pauvre d'un point de vue graphique, il a en fait une grosse signification parce que c'est en fait les 3 courants principaux du Conflans, les 3 grands fleuves du Conflans. La Rufurque, la Bleufurque et la Verfurque, je pense que c'est lié en tout cas, même si ça n'est jamais explicitement dit. Nympha en a déjà parlé. Ça se tient. N'est-ce pas? Nympha en a déjà parlé, c'est une lignée des premiers hommes. On a d'ailleurs parmi les personnages légendaires un Arthos le Fort qui est nommé dans Toif, dans l'encyclopédie. Je ne sais pas si c'est vraiment leur ancêtre légendaire, ça n'est pas précisé, mais du coup c'est peut-être en lien. A priori, c'est une lignée de riverains qui est plutôt modeste à l'origine. C'est-à-dire qu'on sait peu de choses sur eux avant le règne des Targaryens. On sait qu'ils vont rejoindre la rébellion des autres riverains contre Arène le Noir, contre Arène Chenu, qui règne sur eux à l'époque de la conquête. Donc ils vont se placer du côté des Targaryens très tôt. Là-dessus, pendant longtemps, on n'en entend pas trop parler, et on a d'un seul coup un Sir Osmund Fort qui devient main du roi d'Aegon le Conquérant pendant une 20aine d'années à peu près, et qui meurt juste avant Aegon d'ailleurs.
Et puis à nouveau, plus grand chose jusqu'à le fameux Lucamore dont Nympha parlait juste avant, qui devient frère juré de la garde royale de Jaehaerys, qui est très apprécié à la cour pendant très longtemps. Tellement apprécié d'ailleurs. Tellement apprécié d'ailleurs. C'est un mec super cool, il est super fluffy, tout ça. C'est un beau chevalier blanc. C'est ça qui est encore plus génial dans sa décadence. C'est que du coup, c'est le mec à qui tu donnerais le bon Dieu sans confession. Et en fait, t'apprends que non, c'est un dépravé total. C'est ça qui est génial. Quoi. Moi, je pense qu'il y a une thématique quand même chez Martin sur les chevaliers de la garde royale, sur les chevaliers de la garde royale qui font des bâtards un peu partout. Non, il n'y a pas une thématique un peu comme ça aussi dans la saga principale. Oh, tu crois? Mais non, c'est pas vrai. Jaime, il a pas de bâtard, c'est pas possible. C'est faux. Pardon, Eridan, on t'a coupé. Pas du tout. Notre ami Lucamore, du coup, qui a un frère aîné, si je me trompe pas, qui s'appelle Bywin. Si vous trouvez que ça ressemble à Tywin, c'est normal. Et en l'an 73, Bywin IV devient le nouveau sire d'Arenal sous Jaehaerys, justement. Ce qui tombe plutôt bien parce que juste après, on découvre ce que Lucamore a fait et ça se passe pas très bien pour lui. Donc on peut se dire que Bywin a quand même eu vachement de chance que son frère tombe en disgrâce juste après ça, juste après avoir reçu Arenal. T'es en train de dire que peut-être il l'a dénoncé? Non. Ah non, c'est pas lui, non. Mais par contre, ça se serait mal passé pour lui s'il avait pas eu Arenal avant, en fait. Bref. Et bah du coup, Arenal, qui que quoi qu'est-ce que c'est que ce gros machin posé au milieu de la carte, sur les bords de l'œil Dieu? Nymphadora, je te repasse la parole pour parler un petit peu de cette forteresse. Et bien alors, donc, Arenal, donc vous connaissez globalement tous ce nom, on a entendu dans la saga principale. C'est l'une des... Et dans la série télé aussi. Oui, et puis l'extrait d'introduction du podcast, du coup, était la petite description lors de l'arrivée d'Arya de l'endroit, donc un endroit que les gens connaissent quand même. Surtout s'ils aiment Arya. Donc Arenal, c'est l'une des plus illustres forteresses des Sept Couronnes. C'est une architecture colossale. C'est aussi un environnement plutôt cool parce que c'est des terres qui sont très fertiles, c'est bien placé dans le conflant. Mais le château, il est complètement en ruine. Alors pourquoi il est en ruine? Il est même plus qu'en ruine, il est fondu, quoi. Il est fondu, ouais, bah oui, partie, c'est ça. ouais. Il est en partie fondu, ouais. C'est des ruines moches, quoi. C'est pas C'est l'équivalent de prendre un gâteau et de mettre un coup de chalumeau dessus, quoi, globalement, quoi. C'est un bon coup de chalumeau, quand même. T'as la pâte à sucre qui fond et tout, c'est... Donc du coup, pourquoi est-ce qu'il est en ruine? C'est parce que donc à la base, ce château a été construit par le roi Arène le Noir. Arène le Noir, donc il était très très ambitieux. Il était roi des îles de Fer et roi du Conflent. Et il voulait marquer de son empreinte Westeros. Et donc c'est pour ça qu'il a construit l'essentiel de son règne en bâtissant la forteresse d'Arenal. C'est un chantier titanesque. C'est des tours dans tous les sens. C'est grand, c'est gros. C'est vraiment la folie des grandeurs. Le mec, c'était un tyran, il était violent, il était vaniteux, c'était un ferné, il était belliqueux. Et manque de peau, il était vivant au début de la conquête. Et donc, Aegon, il était sur son chemin, hein, voilà. Donc, du coup, il a envoyé Balerion sur Arenal et il a foutu la forteresse. Voilà. Donc c'est pour ça que Arenal ressemble à un gros gâteau fondu, c'est parce que Balerion a incendié le château et tout n'est plus que ruine depuis, puisque il a réussi à brûler de la pierre. Et ça montre un peu à quel point les dragons ont un feu puissant. C'est Arène le Noir qui construit une forteresse noire, et c'est un dragon noir, si je dis pas de bêtises, qui vient tout démolir, quoi. Donc il y a vraiment une espèce de petite thématique un peu dark là-dedans, là. Un peu, ouais. C'est un peu un château dark.
Parce que donc du coup, ensuite, ce château, il va passer de main en main. À tel point que on va lui associer une malédiction. C'est vraiment un château qu'on dit hanté par les fantômes d'Arène-le-Noir. Et c'est un château qui porte plutôt malchance à ceux qui l'habitent. Parce que Cette c'est ce qui... malédiction. Vas-y. Pardon. C'est d'ailleurs là-dessus que va se construire l'arc narratif d'Aria là-bas, entre le malheur des gens qui l'habitent et des histoires de fantômes finalement. Cette malédiction, on en parle à peu près depuis l'époque de Maegor, donc c'est pas récent hein, comme croyance. Et c'est pas pour ça que le château fait pas envie, hein, parce que du coup, tous les ambitieux du coin vont quand même vouloir tenir Arenal. On pensera notamment dans la saga principale à Petyr Baelish, qui est le seigneur d'Arenal à un moment, et l'est toujours à l'heure où je vous parle. Ce qui peut peut-être présager d'un futur pas super cool pour Petyr Baelish. On ne sait pas. Bon, hein, peut-être que la malédiction va aussi le rattraper à ce pauvre monsieur. Et en tout cas, ça n'a pas porté chance du tout à tous les autres. Et on va passer la parole à Eridan pour parler un petit peu de ses lignées, puisque lui, il les connaît bien. Je vais seulement évoquer du coup celles qui ont régné sur Arenal entre la conquête et House of the Dragon, pour ne rien spoiler. Les forts étant bien sûr la 4e lignée officielle à tenir Arenal, mais on verra qu'il y a d'autres personnes qui ont eu le château de manière peut-être pas officieuse, mais quand même qui n'ont pas créé de lignée derrière, on va dire ça comme ça, qui n'avaient pas pour but de tenir le château en vue d'une transmission à leurs descendants. Les Chenus, c'est du coup la première lignée à tenir le château, c'est la lignée d'Arène-le-Noir, qui passe sa vie, comme disait Nympha, à construire le château. Et il y a une légende qui veut que le jour même où on pose la dernière pierre sur Arenal, ce soit le jour où Aegon débarque avec toutes ses forces, ses femmes, ses dragons, à Westeros. Juste derrière, après la conquête d'Aegon, lorsque Aegon a bien brûlé justement Arenal, il le confie à la maison Coeris, qui sont des vassaux plus ou moins d'origine valyrienne, a priori eux aussi, ou en tout cas descendants de Valyriens. Moi, le nom a cette consonance-là, je trouve, mais par rapport Totalement. à tous les autres noms de Westeros, quoi. Exactement. Donc, à son ancien maître d'armes de Père Dragon, qui va tenir le château une 40aine d'années environ et qui disparaît sous l'avènement du fils d'Aegon, à savoir Aenys Ier. Cette lignée disparaît victime d'une rébellion, on va le dire comme ça. Puis le château va passer aux Herpivois, qui sont liés à Maegor et qui sont d'origine riveraine. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vivent déjà depuis un moment dans le Conflent, mais comme une des épouses de Maegor est issue de la famille Herpivois, Maegor leur transmet Arenal. Seulement, cette épouse s'attire les foudres de Maegor, comme beaucoup des épouses de Maegor, et il finit par la tuer et par trucider toute sa famille dans des circonstances assez sales. Là-dessus, il va organiser... Est-ce que c'était vraiment sa femme le problème à Maegor ? Je suis pas bien sûr. Hein. Est-ce que Maegor n'était pas le problème tout court ? Là-dessus, il va organiser une espèce de tournoi ou de mêlée pour savoir à qui va aller le château. Et c'est un obscur chevalier de la maison Tourelle ou Towers qui va remporter le combat. Seulement, comme Maegor n'est pas forcément un mec sympa, il lui confie le château, mais amputé d'une partie des terres et d'une partie de ce qui faisait la richesse et l'intérêt du château, en fait. Là-dessus, la famille Tourelle va garder le château pendant quelques années, jusque sous Jaehaerys. Et sous Jaehaerys, il y a une autre personne qui va venir s'installer, en même temps que le château est occupé par un Tourelle. C'est la sœur de Jaja, c'est Rhaena. Sur qui je vais pas m'étendre parce qu'il y aurait 30 000 choses à dire sur elle, mais elle va tenir le château du coup jusqu'en 73, année de sa mort, et en 73 le château passe enfin à la famille Fort, donc à Bywin, dans les circonstances que j'ai déjà décrites précédemment.
Donc on peut voir effectivement que c'est pas, contrairement à des grandes maisons, tu vois, on a parlé des Hightower, on a parlé Voilà. des Velaryon, même de leur côté, qui gardent leur demeure sur de multiples générations. Arenal, c'est pas ça, quoi. Si on Et parle des Stark, par exemple, puisqu'on faisait un parallèle mm, entre les forts et les Stark, c'est censé être 8000, 10 000 ans à la tête du Nord depuis Winterfell. Là, on est sur des lignées qui sont, du coup, qui détiennent un château royal qui est le plus grand que Winterfell, qui espèrent transmettre leurs biens à leurs enfants. Enfin, oui, là, on est sur des gens qui tiennent rarement plus de 50 ans, quoi. Ça dépend lesquels. Mais ouais, puis on est sur un château qui a pas d'origine, on va dire, légendaire. Contrairement, tu vois, tu prends Winterfell, il y a la légende de Bran le Bâtisseur, tout ça, que tu vas retrouver avec les Hightower, dont on a parlé dans le podcast sur les Hightower. Du coup, ou même, tu vois, il y a des ancêtres légendaires pour les Lannister et tout ça. Là, en l'occurrence, c'est un peu le chenu qui va essayer de créer sa propre légende. Et finalement, ça va être une légende maudite, quoi. Ça, plus que quelque chose de, on va dire, dont on pourrait se réclamer pour quelque chose de prestigieux. Là, ça va être un peu l'effet inverse, quoi, finalement. Quelque chose d'un peu babélien dans Arenal, quoi. Ouais, il Je y sais a pas si des ça se fois où dit ça marche. babélien. Hein, Mm. t'as des... Tu penses par exemple au Tyrell, c'est aussi une lignée très ambitieuse qui vient de pas grand-chose et qui finalement va s'élever sur les cendres des jardiniers. Euh, et eux, ils tiennent leur château pendant très longtemps. pour le Donc, moment. pour le moment. Et donc, Arrête, c'est Bronn qui va finir avec le château. de temps en temps, il y a des ambitieux qui Mm. réussissent à tenir un château pendant très longtemps. Les fameux nouveaux riches de Westeros, ils existent aussi. Sauf que, par contre, quand tu es ambitieux et qu'on te file Arenal, là, de suite, ça marche moins bien pour ta pomme. Après, ce qu'il faut se dire quand même, c'est que Arenal est situé dans le Conflent, donc c'est certes un endroit qui est très riche, on va dire, en termes de terre et tout ça. C'est aussi l'endroit le pire pour avoir un château. Vu que c'est au milieu de Westeros, c'est toujours à cet endroit-là que les conflits vont se matérialiser et qui vont, en tout cas, enfin, c'est un peu le champ de bataille éternel de Westeros, quoi, finalement, le Ah Conflent, oui, quoi. oui, oui. Mm, Oui, même dans House, enfin, théoriquement, on va le voir que mm. Arenal, c'est bien, mais enfin, tu te retrouves en plein milieu de la guerre, quoi. Oui, à chaque fois, exactement. En temps de paix, ça va bien, Arenal, c'est plutôt bien, c'est fertile, c'est au bord de l'eau et tout. Et effectivement, sinon, c'est dans le Conflent. C'est sans doute fertile à cause des litrons de sang qu'il y a à l'intérieur de la terre. Sur la malédiction, pour revenir à ce que tu disais, Eridan, ce qu'on peut noter, c'est le côté contracté, par contre, qu'on a de cette histoire-là. Dans la saga principale, on va avoir plusieurs maîtres d'Arenal sur un temps très court. On ramasse un petit peu la chronologie, mais la malédiction est là, quoi. Nympha. Je crois que tu voulais parler de ça. Tout à fait. Effectivement, en fait, si on reparle de la saga principale, en fait, Arenal, on le voit très tôt dans la saga, et en fait, on le voit même un tout petit peu avant la saga avec le grand tournoi d'Arenal. Le grand tournoi d'Arenal, c'est encore un ambitieux qui veut se la jouer. C'est Lord Walter Went qui organise un grand tournoi. C'est le tournoi le plus opulent depuis des générations. Et donc, on réunit plein de chevaliers, tout ça, tout ça, tout ça. Et c'est là que Raegar va rencontrer Lyanna Stark. En fait, Arenal, c'est le théâtre du début de la saga, d'une certaine façon, puisque c'est là que tout va se jouer. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ce jeu de mots, Nymphadora? Pourquoi tu as utilisé le mot théâtre? Alors oui, le tournoi d'Arenal va être adapté en pièce de théâtre sur Broadway normalement, et on va donc pouvoir un jour peut-être avoir une certaine pièce de théâtre shakespearienne sur les planches. C'était un peu la nouvelle qui a été annoncée juste avant le 1er avril, on y croyait à peine, mais si, c'est vrai, il y aura une grande pièce de théâtre qui va rejouer les événements du tournoi d'Arenal. Et c'est là que va s'enclencher tout ce qu'il y a autour de la
rébellion de Robert Baratheon, tout ça. On va pas en parler là, parce que clairement, sinon, on en fait tout un épisode. On vous renvoie au wiki et au blog de la garde de nuit pour avoir plein de détails sur ce qui se passe pendant ce grand tournoi. Mais bon, en tout cas, ce grand tournoi, donc, il se passe à Arenal qui est donc cet endroit maudit qui lance, in fine, la malédiction de Rhaegar et Lyanna. Alors après, ensuite, dans la saga, au tout début, c'est toujours tenu par les Went. Arenal, c'est dirigé par Stella Went, qui est la dernière Went. D'ailleurs, on peut aussi signaler que les Went, ils ont un lien avec les Stark, notamment, enfin, plus qu'avec les Stark, avec les Tully. avec les Tully et avec Catelyn. Ce lien est notamment suggéré par des rumeurs qui apparaîtront sur Sansa qui aurait le pouvoir de se transformer en chauve-souris. Et en fait, les Went, ce sont la maison qui a des chauves-souris sur son blason. Donc du coup, c'est assez rigolo aussi de... C'est pas la seule, hein. Il y a la maison Loston aussi, qui notamment a un côté Elisabeth Bathory aussi, qui a tenu à Ouais. Arenal à un moment aussi, si je dis pas de C'est ça, bêtises. mais en fait, les Lodson Mm. sont juste avant les Went. Les Went dérivent des Lodson. Donc toutes ces maisons un peu Dracula là, pleines de chauves-souris, sont à la tête de Arenal au tout début de la saga, et on trouve des liens avec les enfants Stark, d'où des rumeurs de change-peau chauve-souris qui sont un peu rigolos et qui pourront, #teasing, être développés dans notre futur podcast sur Sansa notamment. Mais donc, nous y reviendrons. Donc les Went disparaissent à un moment, les on Went- leur retire Arenal quand même à un moment. Bah oui, parce que les Went, en fait, ils sont sur le chemin de Tywin Lannister. On l'a dit. En fait, la guerre arrive. Arenal, c'est pas du tout au bon endroit. Tywin Lannister, hop, vas-y, qui massacre tout le monde. Enfin, les troupes de Tywin Lannister, plutôt. Et donc, Lady Fela, elle va rendre Arenal, qui va être occupé par les troupes de Tywin. Dans le même temps, Joffrey Baratheon nomme Janos Slynt comme le seigneur de Arenal, pour le remercier de l'avoir aidé à faire chuter Eddard. Ensuite... C'est un titre honorifique, hein, puisque Janos Slynt est quand même capitaine du guet à ce moment-là, donc clairement il va pas y aller tout de suite, quoi. Non, mais de toute façon, le château est occupé par les forces de Tywin, donc... C'est ça. Ouais, et il avait prévu de s'en emparer quand même juste avant que Tyrion se débarrasse de lui. C'est ça, parce qu'en fait, là encore, Janos, il va pas tenir Arenal bien longtemps. Et en fait, du coup, Janos, on va très très vite le retrouver au mur. Il perd le titre de seigneur d'Arenal parce que Tyrion l'envoie à la garde de nuit en l'accusant d'être l'objet de Petyr Baelish. Donc du coup, Tyrion se débarrasse de Janos, et du coup, Arenal n'a à ce moment-là plus vraiment de seigneur, mais Tywin est toujours dans la place avec ses troupes qui continuent le pillage de la région, tout ça. Et parmi elles, Grégor, du coup. Et parmi elles, il y a Gregor Clegane. Et Gregor Clegane amène Arya Stark, alors déguisé en petit garçon, avec ses amis Tourtechaude et Gendry. Personne ne connaît sa vraie identité. Elle se fait appeler Belette. Et donc on va la retrouver prisonnière d'Arenal pendant Clash of Kings. Et c'est à cet endroit-là notamment qu'elle va pouvoir ordonner ces 3 meurtres à Jaqen, qui donc va se débarrasser de quelques personnes pour les beaux yeux d'Arya.
Ce qui entretient la malédiction. Et on entretient encore la malédiction, on a encore des fantômes qui viennent tuer des gens dans Arenal. Mais donc bon, c'est toujours la guerre, donc du coup, finalement, Robb Stark attaque. Il prend Arenal. Et il faudra attendre que Robb Stark connaisse son destin finalement pour que la malédiction frappe encore finalement. Et du coup, les braves compins vont se retrouver encore dans la place. Donc, on a tout un paquet de gens super cool. Donc, tous les petits copains Varchèvre et ces bons vieux rustres. On a aussi Roose Bolton, si je dis pas de bêtises, à un moment qui tient la place, non ? On a aussi Roose Bolton à un moment. Et d'un point de vue honorifique, on va donner le titre à Baelish, quoi, du coup. Exactement. D'un point de vue honorifique, c'est Baelish qui le récupère, c'est Tywin qui le fait nommer, comme sire d'Arenal par Joffrey. Et donc, in fine, pendant tout ce temps-là, on va avoir des batailles, des trucs un peu glauques. On a Grégor, on a Varchèvre, tout ça, qui sont gouverneurs de ce petit endroit. Tu vas retrouver Titilleur dans la place. Et le meilleur personnage de la saga. Il y a bouche à merde à Arenal. Oh. Pitié. Désolé, il fallait que je le place. Oui, c'est vrai, fallait le placer. Non, mais fallait le placer. Je me reconnais. C'est vrai. Et donc, sinon, dans Fist for Poe, il y a Jaime aussi qui débarque à Arenal. Il trouve un peu que ça pue tous ces braves compagnes, mais il reste pas très longtemps, quoi, finalement. Il y reste pas bien longtemps. Lui-même, il pue de son moignon, donc c'est pas non plus. Il prend un bain et il repart, quoi, finalement. Un peu ça. Mais il a quand même pris l'occasion de faire exécuter un des hommes de la troupe de Gregor Clegane pour avoir essayé de violer la pauvre Pia. Pia qui est une servante qu'il avait déjà croisée à l'occasion. Bref, Arenal, c'est un endroit où il fait pas bon vivre. Et c'est un endroit où tu as à peu près tous les 5D de la Terre qui se regroupent dans la saga principale. Et du coup, dans House of the Dragon, on devrait avoir ça aussi. Bon, on va pas spoiler, mais du coup, je pense qu'on peut en parler un petit peu. Il y aura Arenal dans House. On a eu une image dans le teaser du Grand Conseil de 101. Et on va avoir l'occasion de découvrir un petit peu des personnages en couleur qui vont se retrouver un peu là-bas, je pense, à certains moments. Il devrait y avoir quelques histoires autour de la forteresse qui fait qui vont entretenir son aura finalement un peu sanglante et maudite. Cela étant dit, Eridan, sous le règne de Viserys, du coup, puisque c'est là qu'on va commencer notre histoire, qu'est-ce qu'il en est finalement de cette maison forte qui tient Arenal? À cette époque-là, les forts tiennent Arenal depuis déjà 30 ans, donc par rapport à toutes les personnes que Nympha a citées, ils ont déjà une belle longévité, on peut le dire. C'est une famille qui est plutôt riche, puissante et influente à cette époque-là. Sans trop spoiler, on va quand même pouvoir citer Lord Lionel Fort, qui doit être le Lord en titre à cette époque, et qui a 2 fils, Arwyn et Larys, qui vont être assez importants a priori, puisque tout ce petit monde-là va finir par graviter autour des Targs et à la cour de Port-Réal, notamment pendant la saison 1. Je ne m'avance pas plus. En plus de ça, dans Feu et Sang, on a un autre personnage qui est une bâtarde qui s'appelle Alice Rivers, que on ne verra normalement pas dans la saison 1 de House, mais qui pourrait faire son apparition plus tard. Ouais, on pense qu'elle va apparaître plus tard, parce qu'en tout cas dans Feu et Sang, elle est assez intéressante, Alice Rivers, et elle est assez importante, donc on aura peut-être l'occasion d'y revenir.
Pour le moment, je pense que je peux pas en dire beaucoup plus sur tous ces personnages-là. Regardez la série, lisez le livre, et c'est tout ce qu'on peut vous dire pour le moment. Et on va, contrairement à d'autres podcasts, on ne va pas faire la petite partie post-Danse des Dragons qui nous amène jusqu'à aujourd'hui, puisque vous l'aurez compris, la lignée des forts va s'éteindre. Bon, on va pas... Un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre, quoi. Voilà, la question c'est comment. Voilà. Donc on vous laissera découvrir tout ça. Par contre, on va passer à notre petite rubrique de fin, qui est est-ce qu'un fort t'a particulièrement marqué? Ou est-ce qu'un de ces personnages t'a fortement marqué, du coup? Ça pourrait être ça. Je vais laisser, du coup, Nymphadora ouvrir le bal. Alors moi, alors vous aurez compris que j'aime bien Lucas Morfort pour le côté popcorn et magazine de gossip. Mais celui qui m'a réellement marqué, on va pas trop en parler parce que c'est un personnage de Feu et Sang, mais c'est Laris Fort. Donc c'est un des fils de Lionel. Et sans trop en dire, c'est un personnage qui est extrêmement complexe, qui, par certains aspects, rappelle Varys, notamment, mais en tout cas qui est très mystérieux, dont les motivations sont assez complexes et dont on ne sait jamais trop sur quel pied danser. Donc un personnage... Sur quel pied danser pour un mec qui a un pied beau? Nympha, vraiment. Non, mais je crois qu'elle a décidé de dropper des jeux de mots comme ça partout aujourd'hui. C'est la thématique. Et donc voilà, en tout cas, celui qui m'a particulièrement marqué, c'est Laris Fort, et j'espère que quand vous regarderez House of the Dragon, il vous marquera aussi. Il est casté déjà ou pas encore, du coup? Ah oui, si. oui. Il est casté. Il est casté? Ok. Donc il a un visage, on sait, on devrait savoir à peu près quelle tête il a. Et toi, Eridan, du coup? Moi, j'aime énormément Laris Fort aussi, un peu moins Lucas Mort par rapport à Nympha. Par contre, il y en a trois forts que j'aurais bien cités, mais ça risque de constituer un spoiler, donc je vais rien dire. Par contre, si, moi je vais parler d'Alice Rivers. Seuls les vrais savent, quoi, finalement. Exactement. Je vais vous parler d'Alice Rivers parce que Woman Power, et qu'à un moment donné, quand t'es une bâtarde, et que t'as aussi le potentiel d'être une espèce de reine sorcière, je pense que tu mérites d'être cité comme un fort qui m'a particulièrement marqué. Alors ok, c'est une bâtarde, elle a pas le nom de fort, mais moi je la trouve cool, elle me plaît bien, et j'espère vraiment que son personnage va être adapté et qu'ils vont en faire quelque chose, parce que pour le moment dans Feu et Sang, son avenir est encore très incertain, et j'avoue que ça me frustre beaucoup. Mais elle envoie du pâté de ouf, Alice. Elle est trop forte. Franchement, elle aussi, je l'attends vraiment au tournoi. Ouais, je l'attends vraiment au tournoi d'Arenal. Je l'attends vraiment au tournant dans House of the Dragons. Moi j'espère que ça sera adapté parce que du coup il y a un truc, tu sais, on va vraiment suivre des intrigues politiques de cours, machin, tout ça, et elle, tout ce qui gravite un peu autour, il y a un côté, c'est la peste et le caca dans le conflant, donc du coup c'est mon domaine, quoi. C'est les trucs que j'aime, c'est ambiance bataille du moulin brûlé et compagnie, donc je marche à 200% sur ce genre de personnage. Malédiction à base de pâtes de poulet, moi c'est bon, je suis là, pas de problème. Et toi du coup, Chris, c'est qui le fort qui t'a particulièrement marqué? Eh ben c'est Belwas le fort. Oh là là. Blague à part. Non, je me souvenais pas très bien quand on a préparé le podcast, tu vois, d'à peu près tous les personnages. Et c'est en repréparant avec vous, du coup, que je me suis redit, ah oui, effectivement, je choisirais Alice si je devais choisir quelqu'un. Les autres m'ont un peu moins marqué, mais je pense que c'est des histoires de sensibilité finalement. Il y a des choses comme ça. On peut pas se cacher. Bah voilà, c'est terminé pour ce podcast autour des forts et puis d'Arenal. Vous avez compris que même si la lignée est assez brève, ce qui est intéressant de développer, c'est qu'est-ce qu'on fait d'Arenal, qui est ce leitmotiv finalement de l'écriture de Martin. Et on va se retrouver la prochaine fois pour parler d'une autre maison. Donc cette fois, on plonge un peu plus vers le sud. On va revenir
dans le bif, comme dirait Eridan. Ça me surprend à chaque fois que je dis ça, mais le voilà. bif, ça me choque pas. Mais du coup, on va s'intéresser à la maison des Essaims. Donc, sortez vos petites tenues d'apiculteur pour ne pas vous faire piquer. Sur ce, on espère que vous passez un bon moment et que vous avez passé un bon moment avec nous. Et puis, on vous dit à bientôt sur le mur. Ciao, ciao! Salut les gens! Salut. Le petit peuple du château se retrouva lui aussi prisonnier. Entre autres, une nourrice du nom d'Alice Rivers. Qui était cette femme? Une servante qui concoctait des potions et des sortilèges, dit Moon-kun. Une sorcière des bois, assure Septon Eustas. Une malveillante enchanteresse qui se baignait dans le sang des vierges pour préserver sa jeunesse, voudrait nous faire croire Champignon. Son nom suggère une bâtardise de naissance. Mais nous en savons peu sur son père et encore moins sur sa mère. Moon-kun et Eustace nous affirment qu'elle était le fruit de la folle jeunesse de Lord Lionel Fort, faisant d'elle la demi-sœur naturelle de ses fils, Arwyn Brizos et Laris le Pied-Beau. Mais Champignon soutient qu'elle était beaucoup plus âgée et qu'elle avait été la nourrice des deux garçons, voire de leur père, une génération plus tôt. Bien que les propres enfants d'Alice Rivers soient tous morts-nés, le lait qui coulait avec tant d'abondance de ses seins avait nourri d'innombrables autres bébés à Arenal. Était-elle véritablement une sorcière qui couchait avec les démons, mettant bas des enfants morts en paiement pour le savoir dont ils la dotaient? Était-ce une souillon un peu simple d'esprit, comme le pense Eustace? Une traînée qui usait de ses poisons et de ses potions pour lier à elle les hommes corps et âme? Alice Rivers avait au moins 40 ans lors de la danse des dragons, cela est établi. Champignon la voit plus vieille encore, tous s'accordent à dire qu'elle paraissait moins que son âge, mais savoir si cela venait simplement de sa nature ou résultait de sa pratique des arts ténébreux, les gens continuent à en débattre. Quels que soient les pouvoirs dont elle est disposée, Daemon Targaryen était apparemment immunisé contre eux.